Alexandre, merci d'être avec nous. Je suis enchantée de vous écouter prendre la parole ce soir parce que les médias parlent beaucoup de vous et là vous avez parlé qu'à nous. Alexandre Jost, vous avez des tas de casquettes. Quand on essaye de lire un peu et de comprendre votre biographie, on se dit ok, voilà une personnalité qui a de la profondeur et qui multiplie les expériences. Disons que aujourd'hui on peut essentiellement parler de la fabrique Spinoza dont vous êtes à l'origine et du concept de bonheur citoyen. Je vous laisse prendre la parole pendant 45 minutes et puis inspirez-nous. Merci. Merci beaucoup pour ton bon accueil. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère déjà que vous appréciez mon look qui est quand même assez stylé. J'ai le chapeau du festival, les lunettes de Valentin. Je devais être en costume ce matin à Paris et du coup j'ai pas du tout le look qu'il faut. Mais donc soyez clément avec cette drôle d'apparat. Alors chers amis, je suis heureux d'être là avec vous. Il y a 8 ans, j'ai créé la Fabrique Spinoza pour une raison simple, qui est que il y a quelques années, j'avais des crises de bonheur. Quand j'avais 20 ans, il m'arrivait au travail, 22 ans, tout d'un coup, j'étais assis devant un ordinateur et tout d'un coup, je me sentais extrêmement joyeux, extrêmement heureux. Je sentais un peu de la chaleur qui montait à l'intérieur et puis là j'avais besoin de me lever et je disais à mes collègues je sais pas ce que j'ai mais là je suis super content là. Je suis super content. Mes collègues étaient un peu mordants à la française donc c'était pas forcément un atout à ce moment-là et j'ai voulu comprendre d'où venaient ces sortes de vagues d'hyperbole émotionnelle sans avoir le creux de la vague, j'ai eu la chance sans être bipolaire. Donc ça m'a donné envie d'explorer la science du bonheur pour comprendre pourquoi j'étais joyeux. Par quelle chance je l'étais autant. Et petit à petit, j'ai découvert beaucoup de savoir sur le bonheur et ça m'a donné envie de le partager plus largement et j'ai créé la Fabrique Spinoza, le mouvement du bonheur citoyen. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est la chose suivante. J'ai une conviction, c'est que le bonheur est une aspiration fondamentale de beaucoup d'entre nous. Donc c'est un endroit vers lequel on va, et que de surcroît, c'est aussi un instrument pour plein d'autres choses. Alors ça paraît bizarre d'instrumentaliser le bonheur, ça devrait juste être une fin en soi. Mais je suis convaincu que le bonheur, ça nous permet aussi de mieux apprendre, de mieux travailler, d'être des meilleurs citoyens. Et c'est pour cette raison-là que le concept de bonheur me paraît doublement utile, y compris à l'école. Moi, le vœu que je formule, c'est si à l'école, on se disait qu'on y passe entre 10 et 15 ans, enfin même plus, mais au minimum 13 ans, et si à l'école, on s'y sentait bien. Deuxièmement, et si, parce qu'on s'y sent bien, on y apprenait mieux. Et enfin, en étant un peu fou, si la mission de l'école n'était pas seulement de trouver la case dans laquelle le citoyen rentre pour qu'il soit productif, mais la case dans laquelle, ou pas de case, mais en tout cas un chemin par lequel, il peut être heureux par la suite. En d'autres termes, est-ce que l'école, on peut s'y sentir bien, apprendre et en même temps apprendre à être heureux plus tard, ou favoriser nos chances d'être heureux plus tard? Alors si vous lisez le titre de mon intervention que j'ai donné à Julien il y a 6 mois, je me suis dit oh là là, c'est hyper prétentieux. Je sais plus, mais c'est de la science à l'expérimentation, réinventer l'école de demain avec des idées folles et des propositions innovantes, enfin quelque chose comme ça. Donc en préparant vraiment la conférence il y a quelques semaines, je me suis dit bon, soyons humbles et finalement la Fabrique Spinoza n'est pas encore ultra spécialiste sur la question de l'éducation. Sur le bonheur, oui, mais sur la question de l'éducation, pas tout à fait. Notre champ d'expertise principal, c'est finalement le travail, le bonheur au travail. Et donc j'ai choisi d'aménager un petit peu ce partage d'idées avec vous, en me disant, de manière un peu punk, et si le monde du travail inspirait l'école? Alors, pour tous ceux dans la salle qui ont fait leur petit burn-out, ou ont des amis qui l'ont fait, bon, je rigole, mais bon, ça peut être très grave, hein. Mais vous direz, c'est pas forcément la meilleure source d'inspiration. Et pourtant, et si la transformation du monde du travail nous apportait des clés pour transformer l'école? Lorsqu'on a créé l'université du bonheur au travail il y a quelques années à la Fabrique Spinoza, on a demandé, sur ces 3 jours de formation à 150 personnes du monde de l'entreprise, à un enfant de 9-10 ans d'ouvrir, d'être le keynote speaker, comme on dit, pour être chic,
et d'émerveiller ces 150 personnes. Il a commencé en disant, ce qui est fou avec vous, les adultes, c'est que vous n'arrivez pas à vous faire confiance. Vous avez des pointeuses au travail, et ça faisait écho à cette idée de Jean-François Zobrist, qui est l'un des, des apôtres, non, des grands pontes plutôt, des archiprêtres de l'entreprise libérée. Et Jean-François Zobrist nous dit, si dans une entreprise, on met en place un système de contrôle pour les 3% de fraudeurs, et que ce faisant, on empêche les 97 autres pourcents, d'être bien, de se faire confiance et de déployer leurs ailes, alors on n'a rien compris. Donc déjà, je me disais à cette époque, à l'ouverture de cette université du bonheur au travail, qu'il y avait des passerelles à faire entre le monde du travail et l'école. Alors, peut-être que la passerelle la plus facile à faire, c'est d'aller chercher ce que le bonheur permet. Dans le monde du travail, moi je rencontre beaucoup de dirigeants qui me disent « le bonheur permet la performance ». Alors c'est toujours un peu embêtant, parce qu'on se dit on a dévoyé un concept pur et magnifique, et pour autant je trouve ça intéressant d'aligner les enjeux économiques et les enjeux humains. Alors, quand on est stressé, quand on est malheureux, quand on se sent pas bien, en fait, d'un point de vue neuroscientifique, on se réfugie dans notre cerveau reptilien. Et là, nos réactions face à ce stress, c'est réaction 3 états primaires, 3 états d'urgence. Petit 1, je me bats, je suis en colère. Petit 2, autre option, je m'enfuis, ou alors je suis très agité. Et troisième comportement, je me prostre, je fais le mort. Je suis une pâle copie de moi-même. Dans ces 3 cas de figure, se réfugier dans son cerveau reptilien primaire, c'était une version rabougrie de soi-même. Et donc pareil à l'école. Un enfant qui est stressé est une petite chose, une petite créature fragile qui a du mal à apprendre. Et inversement, lorsqu'on se sent bien, vous êtes, je pense ici, abreuvé de psychologie positive, il y a une méta-étude de Sonia Lyubomirsky qui récapitule 225 analyses qui montrent que quand on se sent bien, on est plus créatif, on est plus coopératif, on mobilise plus, on embarque, on emmène, on est plus intelligent, y compris analytiquement. On observe des différences à des tests de QI d'une même personne selon son état émotionnel. Et puis, évidemment, on est en meilleure santé. Et donc, et si l'école était un endroit dans lequel l'émotion a sa place, à la fois pour prendre soin de nos enfants. Je suis jeune papa, je ne sais pas si on peut dire encore jeune parce qu'il a 15 mois, mais j'ai le sentiment, au rythme des réveils nocturnes, que c'est encore jeune tout ça. Si nos chérubins allaient bien et qu'en même temps ils apprenaient mieux. Alors ce qui est compliqué, c'est que le parallèle entre le monde du travail et le monde de l'école n'est pas si simple, dans la mesure où on ne fait pas la même chose au travail et à l'école. Au travail, on demande de produire. À l'école, on demande d'apprendre. C'est pas la même chose. C'est Bénédicte Gendron, de l'université, justement de... J'ai un trou, c'est horrible, mais je crois justement de Montpellier. Est-ce que quelqu'un connaît Bénédicte ? Non ? Bon, on va dire qu'elle est de Montpellier. Et donc, Bénédicte nous rappelle que pour apprendre à l'école, les conditions sont triples. D'abord, la conation, donc la motivation. Est-ce que l'élève peut être motivé à apprendre ? Deuxièmement, ce qu'elle appelle... c'est un mot simple, les émotions. L'émotion. Est-ce que l'enfant peut être habité d'émotions positives ? Et enfin, la cognition. Est-ce qu'il y a déjà suffisamment de matériaux cognitifs en place pour permettre l'apprentissage ? Et c'est intéressant de rappeler ce troisième point, qui est qu'il faut déjà des premiers apprentissages pour apprendre encore plus. Alors, tout ça m'amène à dire que je suis convaincu que l'émotion est un facteur central dans le champ de l'éducation. L'apprentissage de l'intelligence émotionnelle. On voit aujourd'hui des entreprises qui se disent on va demander à la totalité de nos collaborateurs de se former à l'intelligence émotionnelle. Alors déjà, on peut s'émerveiller que des entreprises fassent ça, mais on peut aussi se dire que arriver à X années de vie, c'est quand même quelque chose qu'on aurait pu avoir la chance d'apprendre, ou bien par notre expérience, ou bien justement à l'école. Les méthodes d'Ilona Boniwell sont intéressantes à ce sujet, notamment la méthode Spark, qui invite à examiner ce petit perroquet qu'on a posé sur l'épaule et qui rumine et nous fait avoir des émotions exagérées, violentes, alors que les stimuli sont faibles. Donc, on peut se former à la question de l'émotion à l'école. Alors,
Ici, il y a le point suivant que j'ai envie d'aborder, et peut-être le point délicat, celui où vous allez me lancer des tomates. Parce que ici, on est dans un lieu de spontanéité, un lieu de vie, un lieu d'expérience, un lieu d'innovation. Et oui, on s'appuie sur la science, mais j'ai le sentiment que la place de la science est peut-être plus dure il est plus difficile de faire place à la science dans notre beau festival de l'école pour la vie. Et pourquoi ? Parce qu'on a intuitivement le sentiment qu'un grand nombre de choses peuvent être tentées à l'école. On a notre expérience, on a lu des choses, et donc on se dit, eh bien, l'éducation peut se réinventer à l'aune de ce qu'on a traversé, de ce que l'on a vu. Eh bien, peut-être que la personne la plus médiatisée et la plus inspirante sur l'éducation, c'est la fameuse Céline Alvarez. Or, je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, il y avait une grande enquête dans Le Monde, pas un article, mais une investigation sous forme d'article, à propos de Céline Alvarez, qui indiquait que lorsque Céline Alvarez a réussi cette magnifique expérimentation à Gennevilliers, avec des résultats probants en termes d'épanouissement et de cognition des élèves, eh bien, on lui a proposé par la suite de s'engager pendant 3 ans pour, à l'aide de protocoles scientifiques, valider, survérifier la réplicabilité de ce qu'elle avait fait. Et Céline Alvarez a dit à ce moment-là non. C'est pas très clair pourquoi elle a dit non. Je ne vais pas du tout rentrer dans une psychologie de Céline Alvarez parce que je ne la connais pas suffisamment. Je l'admire énormément. Mais même des approches aussi inspirantes que Céline Alvarez, finalement, ne sont pas irréfutables d'un point de vue scientifique. Un autre grand penseur de l'éducation, évidemment, c'est John Hattie. John Hattie est celui qui a compilé le plus grand nombre d'études. De mémoire, il a compilé 10 000 études sur la pédagogie. Et c'est l'un des chercheurs les plus respectés. Le livre qu'il a écrit et qui inspire beaucoup d'enseignants est un livre dont les scientifiques disent qu'il a été un petit peu trop loin par rapport aux recherches qu'il a conduites. C'est-à-dire qu'entre les protocoles qu'il a analysés et les conclusions qu'il tire dans ce livre, eh bien, il y a une petite déconnexion. Je trouve que c'est ça qui est extrêmement difficile dans le champ de l'éducation. C'est trouver l'équilibre entre, d'un côté, eh bien, les intuitions que nous avons, les expérimentations que nous voulons conduire, les enseignants également, et de l'autre, se dire on a quand même besoin d'être attentif à ce que dit la science. Parce que parfois, peut-être qu'on se trompe. Il y a un chercheur dont j'ai oublié le nom qui a examiné l'impact des pratiques coopératives en classe, et notamment le fait de faire en sorte que des élèves soient tuteurs et d'autres soient tutorés. Et il a révélé que si la manière d'installer le tutorat, eh bien, d'une quelconque façon, rabaisse celui qui est tutoré, parce qu'il est dans une position où il y a un autre et qui est plus fort que lui, plus sachant, alors les effets sont contre-productifs, non pas pour les tuteurs, qui eux en retirent eh bien, plus de confiance, qui apprennent mieux parce qu'ils apprennent d'autres à apprendre, mais pour ceux qui sont tutorés. Je vais prendre un autre exemple. Si on supprime le contrôle en classe, ce que disent beaucoup de professionnels d'éducation, c'est que si on ne remplace pas le contrôle par une forme d'attention des élèves les uns vis-à-vis des autres, ce qu'on peut appeler le contrôle par les pairs, alors la classe part en sucette. Si on se dit que l'évaluation classique va être remplacée par l'auto-évaluation, alors là aussi il peut y avoir un danger. Alors peut-être c'est pas clair, mais toutes les choses dont je parle, je trouve que ce sont des approches qui sont utiles, intéressantes et qu'il faut expérimenter. Je nous mets juste en garde. Alors, petit test, qui pense qu'il conduit un peu mieux que la moyenne ? Soyez honnête, quand même, on ne conduit pas. Bon, déjà, il y a un monsieur là, donc voilà, les hommes pensent qu'ils conduisent mieux que la moyenne. Non, vous êtes pas comme ça ? Parce qu'en général, quand on demande aux gens, vous êtes peut-être un petit peu timide, quand on demande aux gens, est-ce que vous conduisez mieux que la moyenne, ils disent, bah oui, quand même, un petit peu, quoi. Oui, j'ai déjà eu un petit accident ici là, mais globalement, c'est vrai que je conduis un peu mieux que la moyenne. Non, ça je vais pas poser la question parce que c'est pas une question marrante, mais les gens pensent qu'ils sont moins sujets, ils ont moins de chances de connaître un divorce. Moi je suis marié depuis 3 ans, j'y crois pas du tout à cette histoire de Parisien qui, 1 sur 2 divorce. On pense qu'on a moins de chances de se faire cambrioler, on est optimiste. Et quand on s'évalue, ben, on est quand même pas si mauvais que ça. Hein. Et je suis inspiré par Cyril Lambert, qui ancien pilote du groupe éducation de la Farouk Spinoza. Et Cyril dit que pour pallier ce problème de forme d'autocomplaisance, parce que quand même on est plutôt bon, eh bien il dit, moi en classe j'ai mis en place de l'auto-évaluation, et ensuite j'ai mis en place de l'auto-évaluation sur l'auto-évaluation.
Bon, alors il est toujours possible de penser qu'on s'auto-évalue super bien, hein, bien sûr, et mieux que la moyenne. Mais je trouve ça intéressant de se dire que pour chaque bonne idée pour moderniser notre système éducatif, eh bien, il y a derrière des attentions à avoir, du recul, des expérimentations à conduire. Donc, l'une des propositions de la Far Spinoza, malgré tout, c'est d'accorder aux enseignants, de manière symbolique, une forme de passeport de l'innovation. C'est-à-dire dire à l'ensemble des professionnels de l'éducation, eh bien oui, certes, vous avez déjà une liberté pédagogique qui est inscrite dans les textes, mais on va plus loin, vous avez une liberté d'expérimentation. Je pense que à choisir les deux mots, eh bien, d'un côté, des enseignants qui feraient n'importe quoi parce qu'ils feraient des expérimentations folles, et de l'autre, des enseignants qui n'osent pas, eh bien, on a plutôt intérêt à se dire qu'il faut libérer l'énergie créative des enseignants pour innover dans leur protocole éducatif. Alors, ayant dit tout cela, je me suis dit, quels sont les grands thèmes du monde du travail qui pourraient avoir un équivalent dans la classe. Alors, un premier thème, c'est le travail lui-même, la tâche. Alors, c'est plus facile d'aimer le travail ou d'aimer l'école quand on aime ce que l'on fait. Il y a une chose que les gens n'aiment pas faire au travail, c'est les réunions dans les métiers tertiaires et traiter leurs mails. Bon, ça, c'est cool parce qu'on n'a pas besoin de le faire à l'école. Le reporting, c'est ce fameux terme, vous savez, où au travail, on a la nécessité de remplir des tableaux ou d'expliquer à son chef ce qu'on a fait, et ça nous prend autant de temps que si on était en train d'effectuer la tâche elle-même. Alors, à l'école, l'équivalent du reporting, finalement, c'est la question de l'examen. Dans le monde du travail, il y a Laurence Vanney qui s'est proclamée, et c'est vrai, l'une des premières Chief Happiness Officer européennes, donc directrice générale du bonheur. Elle a été la DRH du ministère de la Sécurité sociale belge. Elle a dit, je vais faire la chasse à toutes les tâches qui sont inutiles, toutes les tâches qui ne sont pas directement liées au client ou à l'essence même de l'entreprise. Et derrière cette idée de supprimer le reporting, qui n'est pas une tâche fondamentale, elle adosse ce concept à, vous avez peut-être entendu parler de la théorie X ou la théorie Y. Est-ce que vous pensez, théorie X, c'est une théorie qui date des années 70, que globalement, l'être humain, et donc les enfants aussi, sont fondamentalement des tricheurs, que quand il y a une faille dans le système, ils vont chercher à l'exploiter, que être fainéant, c'est quand même beaucoup mieux que de faire quelque chose, et que globalement, si on peut se faire des petites arnaques les uns aux autres, c'est mieux. Ou alors théorie Y, que pourvu que le cadre soit bon, alors les individus sont capables d'autonomie, d'apprentissage, de passion, sont capables de prendre soin les uns des autres. Et moi, je pense que cette idée-là, elle est fondamentale. Est-ce que, en tant que professionnel de l'éducation, que parent, je pense, quelle est ma vision de l'homme, quelle est ma vision de l'enfant? Alors, quand on parle de la tâche en elle-même, eh bien, il y a des chiffres assez tristes. Je travaillais avec une filiale d'Orange récemment, où le comité de direction disait que globalement, il n'y avait que 25% des tâches qui leur faisaient plaisir. Que 25% des tâches qu'ils réalisent, alors que c'est des grands chefs d'une filiale d'Orange qui leur font plaisir. On va dire à l'école, est-ce que les élèves aiment les matières qu'ils doivent étudier? Si je reprends ce parallèle, il y a des entreprises telles que Gore, celle qui a inventé Gore-Tex, qui s'est dit on va autoriser chacun de nos employés à réaliser la tâche qu'ils souhaitent. À l'échelle globale des unités opérationnelles, mais aussi à l'échelle des équipes. Dans une équipe qui a une mission donnée, eh bien chacun fait le travail qu'il veut. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, ça peut partir dans une mauvaise direction. Chacun a envie de faire la tâche qui est amusante. Et on s'aperçoit très vite que pourvu qu'on invite les collaborateurs à formuler des avis les uns sur les autres, à dire je trouve que lui c'est un bon équipier, c'est quelqu'un qui joue collectif, alors petit à petit il y a une sorte de contrôle par les pairs qui se met en place où les tâches les moins agréables finissent par être réparties en l'équipe. Personne ne fait que ce qui est amusant ou que ce qui est vraiment la tâche pas sympa. Et je trouve que évidemment on arrive à cette question fondamentale de est-ce qu'on peut imaginer des systèmes éducatifs dans lesquels les élèves ou les étudiants ont plus de latitude pour faire les tâches qui leur plaisent. Et là, c'est à nouveau une question épineuse, comme celle de la science tout à l'heure. C'est la question de
quelle place aux écoles alternatives dans notre système éducatif? Et là-dessus, moi, je sais pas exactement quelle est la réponse à ça. Je sens un risque. J'étais récemment à une conférence d'une association vraiment très militante pour préserver l'école républicaine, qui s'appelait Question de classe. Et je voyais qu'ils tiraient mais à boulet rouge sur Steiner, sur Montessori. Enfin, c'était vraiment mais extrêmement agressif. Et malgré l'agressivité, j'ai entendu cette inquiétude de voir une fragmentation de notre école. Se dire que les écoles dans lesquelles on autorise différentes activités à être faites par les élèves, c'est des écoles qui sont en général alternatives. Si on a l'école publique qui s'est déjà fragmentée parce que, et peut-être que je le ferai aussi en tant que parent, à un moment on se dit c'est quand même plus safe d'envoyer notre enfant, son enfant dans l'école privée, et qu'à côté on a des parents qui se disent, ou d'autres qui se disent on va créer une école qui sera vraiment géniale pour nos enfants, qui s'appuie sur les innovations pédagogiques, une école alternative où on choisisse ce sur quoi on travaille, alors peut-être qu'on a un risque de voir un système éducatif non pas à 2 mais à 3 vitesses. Aujourd'hui, c'est encore faible puisque la part des élèves qui sont scolarisés dans des écoles alternatives, c'est 0,5%. Malgré tout, on observe une augmentation de la création du nombre d'écoles qui est de mémoire de 30% entre 2017 et 2018. Il y a donc vraiment une tendance. Et moi, je me dis, comment faire pour trouver la bonne place à ces écoles magnifiques qui innovent, qui parfois peuvent être aussi un petit peu dangereuses, hein. J'ai un ami du travail qui a, dont le fils est allé dans une école alternative à Paris, et l'équipe était géniale, puis il y a un changement dans l'équipe. Et les nouveaux arrivants dans l'équipe, ont, malgré les principes et la charte qui a été posée sur cette école, n'ont pas respecté l'esprit même de cette école. C'était juste des personnes différentes. Et je me dis qu'il y a quand même une beauté dans l'école républicaine qui est d'être une institution. Alors le mot institution, il est souvent dévoyé, on voit quelque chose de pesant, de lourd. Voilà. Mais l'institution, c'est aussi celle qui réussit à faire perdurer les choses par-delà la personne qui est dans la classe. Et moi je me dis, ayant dit tout cela, que peut-être que la place juste des écoles alternatives, c'est pour nos enfants, si on peut les y mettre et qu'ils y sont heureux, c'est certain, mais c'est peut-être plus largement des écoles qui sont des incroyables laboratoires d'expérimentation et qui doivent donner lieu à de l'essaimage, à infuser, à distiller l'école républicaine classique. Moi, je crois vraiment à l'idée, on pourrait imaginer qu'il y ait finalement des stages qui soient faits par des enseignants qui aillent dans des écoles alternatives, une sorte de chassé-croisé pour inspirer d'un côté et de l'autre. Alors je vais revenir, après avoir fait une petite digression sur les écoles alternatives, je vais revenir sur la question du travail lui-même. Dans le travail, à l'école ou dans le monde de l'entreprise ou des adultes, il y a un état magnifique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du flow? Oui? Ça vous dit quelque chose? Alors si vous avez déjà entendu, faites comme ça de la tête. Ouais, d'accord, donc je vois une dizaine de personnes. Donc le flow, c'est cet état incroyable dans lequel on perd la notion du temps. Quand est-ce que vous avez vécu ça, totalement absorbé dans une activité? Dans quel genre d'activité vous voyez ça? Quand on fait quoi? Quand on fait de la musique, du sport, de l'art, du jardin, quand on fait l'amour aussi, si on éteint son téléphone portable. Quand on travaille, c'est l'endroit principal où les gens connaissent le flow, parce qu'ils sont concentrés sur une tâche. Après, ce qui est assez étonnant sur cet état, c'est que c'est un état qui fait coïncider à la fois un état de bien-être, concentré certes, mais un état de bien-être, et en même temps un état où on est extrêmement bon à ce que l'on fait. Peut-être que quand on est dans le flow, on conduit mieux que la moyenne. Et la tristesse, c'est que seulement 15% des Français, d'après le chercheur John Hout, ont connu... Non, pardon. C'est pas du tout vrai, c'est tout le contraire. Il y a quand même 15% des Français qui n'ont jamais connu l'état de flow. Et moi, je me dis, est-ce qu'une des missions de l'enseignant, ça ne serait pas, ou l'apprenant, le facilitateur, l'éducateur, est-ce que ça ne serait pas de faire vivre le flow, de le faire découvrir, cet état de grâce? C'est Djokovic qui dit,
Bon, je n'aime pas beaucoup Djokovic, hein, mais Djokovic dit qu'il s'est... Bon, et en plus, ça fait un peu prétentieux ce qu'il dit. Mais il dit qu'il lui est arrivé quelques fois dans sa carrière de se sentir divin. Divin où tout d'un coup, le cerveau s'arrête, on est en train d'exécuter une tâche en toute fluidité. Et ce qui est intéressant, c'est que cet état de flow, il dépend à la fois de la tâche elle-même, est-ce qu'on apprécie la tâche, mais il dépend aussi d'autres conditions. Est-ce que, eh bien, j'ai dans la classe un climat de confiance? Est-ce que j'ai du calme? Est-ce que l'activité que je réalise me permet de voir en temps réel si je la fais bien ou pas? Est-ce qu'il y a du feedback? Et donc, on pourrait imaginer eh bien, d'enseigner, de former les enseignants aux conditions, les 9 grandes conditions qui permettent de vivre cet état absolument divin. Là où c'est difficile de vivre le flow, c'est quand on ne sait pas à quoi sert ce que l'on fait. On est dans une société qui est encore un peu post-tayloriste, c'est-à-dire que selon le métier que vous avez, eh bien vous pouvez certains jours avoir du mal à voir exactement en quoi le petit morceau de travail que vous avez fait sert quelque chose de plus large. C'est un moment qui n'est pas très agréable. Et bien à l'école, ça peut être aussi un peu la même chose. En quoi est-ce que ce que j'apprends en histoire, en géographie, en mathématiques sert quelque chose de plus large? Alors évidemment, il y a un enjeu de capacité d'un enseignant, d'un professionnel d'éducation à transmettre du sens, mais il y a aussi un enjeu de pouvoir le raccorder en termes de programme scolaire à d'autres choses. Vous avez vu sans doute qu'il y a un des pays scandinaves qui a décidé d'abolir les matières, de telle sorte à se consacrer à uniquement un enseignement par projet. C'est aussi Armel Carminati qui, dans ses écoles de la deuxième chance, eh bien, dit que lorsque des étudiants décrocheurs viennent la voir pour apprendre un nouveau métier, comme boulanger, il y a du rattrapage à faire en termes de literacy. Je trouve plus, j'ai un trou, comment on dit ce mot-là en français? Apprentissage des lettres, capacité à lire, à écrire. Mais il y a aussi des lacunes en termes de calcul. Et évidemment que pour un apprenti boulanger, réapprendre la question un petit peu de chimie, réapprendre l'arithmétique à travers le métier qu'il va exercer plus tard, ça change tout. Donc on a encore toutes ces choses à mettre en place. J'arrive à un moment qui est important pour moi, c'est celui où je touche le sujet qui me semble le plus clé dans le monde du travail et dans le monde de l'éducation. C'est la question de la reconnaissance. J'ai envie de parler de reconnaissance pour la raison suivante. Il y a une étude, qui a dans son travail une équipe qu'il ou elle manage. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ouais. Alors, les gens qui ont des équipes sous eux, est-ce que vous avez le sentiment de délivrer de la reconnaissance? Donc dire merci, exprimer que les gens font meilleur travail. Oui, je vois. Donc j'ai repéré 3 personnes qui ont levé la main et qui ont dit oui ensuite. Alors quand on demande, d'après une enquête de Deloitte en 2013, aux managers, est-ce qu'ils ont le sentiment de délivrer la reconnaissance? Ils répondent oui à 70%. Et quand on demande aux collaborateurs, est-ce que vous avez le sentiment de recevoir de la reconnaissance de vos chefs? Eh ben alors c'est marrant, c'est comme si au téléphone il y avait de la friture ou un truc comme ça. Donc ils sont que 30% à répondre positivement. La reconnaissance est pourtant quelque chose de fondamental pour nous en tant qu'êtres humains. C'est quelque chose qui établit notre valeur sociale, notre valeur aux yeux des autres, mais aussi notre valeur intime. Alors au fond de moi, je pense que si on était adulte, pleinement adulte, alors on serait en capacité de ne plus avoir besoin de reconnaissance. C'est-à-dire que les gens nous disent ce que tu fais c'est bien ou pas bien, on se dirait c'est pas grave, je connais ma propre valeur. Mais en attendant d'être ces Bouddhas, ces êtres accomplis et infiniment sages, quand même la reconnaissance, ça fait vachement de bien. La reconnaissance à l'école aussi, évidemment. Est-ce que j'ai ma place dans le groupe? Est-ce que l'équivalent du manager, est-ce que le professeur me dit que ce que je fais est bien? Et toujours avec le risque que si la manière dont on dit à un élève que ce qu'il fait est bien, voire mieux que le camarade, on ancre pour toujours un esprit de compétition chez l'adulte.
Ce qui fait que plus tard, ce qui compte le plus pour nous, ça n'est pas d'être riche, mais d'être plus riche que le voisin. Il y a une expérience qui a été faite à Berkeley où on a envoyé à l'ensemble des professeurs de Berkeley eh bien, le lien vers un site avec toutes les rémunérations des enseignants. On a interrogé les enseignants au bout d'un mois et on s'est aperçu que ceux qui étaient sur le site et qui s'étaient aperçus gagner plus d'argent que les collègues, bon, ils étaient un petit peu plus contents, quoi. Un peu plus satisfaits de leur vie au travail et de leur vie en général. Et puis ceux qui avaient découvert qu'ils gagnaient moins d'argent que les autres, alors eux, ils étaient vraiment pas contents. Et ils déclaraient même avoir une envie forte de quitter leur travail et aller voir ailleurs. Donc cet esprit de compétition, il est malheureusement ancré en nous, et tout ce qui a trait à la reconnaissance court le risque d'accentuer, si la reconnaissance est mal délivrée, d'accentuer ce besoin d'être plus fort, plus je sais pas quoi que l'autre. Particulièrement chez nous les hommes, sans faire aucune généralité. Alors, j'ai envie qu'on fasse un petit exercice ensemble. Je vais vous proposer, c'est quelque chose de très simple, vous l'avez peut-être déjà fait, mais qui fait vachement de bien. Je vous propose de vous mettre 2 par 2. Donc ceux qui sont seuls, allez trouver l'âme sœur pour ce petit exercice. Et monsieur, vous êtes toujours tout seul, je vois que il faut bouger du coup. Parce que madame veut bien. Alors, ce qu'on va faire, pendant que chacun trouve sa paire, c'est la chose suivante. Je vais vous demander de prendre 1 minute, tour à tour, donc 1 minute, pour dire merci à l'autre. Et je vous invite à dire merci avec la consigne suivante. Le dire d'une manière qui soit aussi complète que possible. C'est-à-dire qu'il va au-delà de merci, c'est cool d'être là avec toi. Et de dire aussi authentique que possible. Si on met un petit peu d'émotion, c'est pas mal aussi. Et celui qui reçoit le merci pendant 1 minute, il n'a même pas le droit d'interrompre. Il ne peut pas dire « Ah, c'est génial, tu me dis ça ». Non, il écoute, il accueille. Et puis au bout d'1 minute, on change. Alors vous allez voir, vous allez peut-être un petit peu rigoler. Rigoler, c'est bien, mais il y a des trucs encore plus fous qu'on peut faire que rigoler. Alors, je vous propose de commencer, et après on essaiera de tirer des enseignements de ce que vous avez vécu. Et on verra si ça a marché ou pas. Donc, allez-y. Le premier, délivre de la reconnaissance à son voisin. On prend 1 minute pour le faire. Ok. Alors je vous invite à inverser les rôles. Alors si vous avez déjà fait dans les deux sens, vous êtes bien embêtés. On inverse les rôles. Et puis si vous êtes arrivé... Allez, on inverse les rôles. Et on prend encore 30 secondes à 1 minute. Ok, chers amis, alors, revenons ensemble.
Il n'y a rien qui me rend plus joyeux si vous n'avez pas envie de revenir ensemble parce que c'est signe que c'était bien. Alors ce que j'observe, comme ça, vu d'ici, d'ailleurs vous apprécierez en passant par rapport à un festival sur l'éducation le caractère légèrement vertical de ma position par rapport à vous. Eh bien, j'ai observé au moins 1 ou 2 couples qui se sont fait des petits mamours, ou il y en a un, j'arrivais pas à savoir si c'était plutôt en mode réconciliation. Mais bon, voilà, je sais pas trop. En tout cas, j'ai vu des sourires. Comment ça s'est passé pour vous ? Qu'est-ce que vous avez vécu, senti, dites-moi. Énergie positive. Quoi d'autre ? Émotion. Humanité, quel type d'émotion ? Un peu de colère, un peu... Non, plutôt de la joie ? Ouais, de la joie, d'accord. Quoi d'autre ? Chaleur, la reconnaissance, oui. Plaisir partagé ? Authenticité. Imaginez ce qu'on vient de faire là. Moi, je l'ai fait avec un client industriel ou un monsieur qui avait travaillé pendant 20-30 ans dans la logistique et qui était devenu manager. En faisant cet exercice, il s'est effondré en larmes. C'était pas du pathos, c'était tout d'un coup, la personne qui lui délivrait la reconnaissance était comme la cristallisation de tous les merci qu'il n'avait pas suffisamment entendus pendant ces X années de travail. Moi, je suis persuadé que si on faisait vivre cette petite minute-là à des enseignants, à des managers, à des élèves, on aurait un relationnel humain derrière différent. On a besoin de se réapproprier le plaisir de dire merci, le plaisir de recevoir un merci. Et après, il y a tout un tas de théories derrière. La théorie de la reconnaissance suggère qu'on peut reconnaître quelqu'un pour ses résultats, bravo, pour la note que tu as eue, pour l'effort, bravo, tu as essayé de faire quelque chose, tu étais engagé dans l'exercice. Bravo pour tes compétences, tu as été inventif. Bravo pour ton savoir-être. Alors que tu étais en train de travailler là-dessus, tu t'es pris la gomme de ton voisin et t'as pas scié. Et puis, la forme de reconnaissance ultime, c'est la reconnaissance existentielle. Merci de reconnaître que j'existe. Comment on reconnaît que quelqu'un existe ? Comment on lui reconnaître qu'il existe ou qu'elle existe ? Comment on fait ça ? Comment ? Sans toi, ça serait différent. Exactement. Merci d'être là. Merci d'exister. Je te dis bonjour, je te regarde, je t'écoute. Tout ça va dans le sens de reconnaître l'importance de l'être vivant qu'on a en face de soi. Je suis persuadé qu'il serait possible d'ajouter cela comme formation aux enseignants. Alors, évidemment, dans la reconnaissance, il y a des limites aussi. Dans la culture anglo-saxonne, qui est merveilleuse dans la capacité à démontrer ce qui est bien fait, on souffre en France de ne pas être suffisamment appréciatif, il y a quand même des limites. Ma femme est journaliste et elle suivait des cours dans une université américaine où un prix Pulitzer venait enseigner aux élèves journalistes. Et à un moment, il remet un article qui avait été... Il remet un devoir qui avait été fait par un élève. Il lui dit bravo pour ton article, il est bien structuré, l'histoire est intéressante. Par contre, là-dessus, les transitions, c'est pas exceptionnel. Et là, l'élève est parti dans une rage, dans une colère. Et on parle d'un jeune qui devait avoir 25 ans, qui était face à un Pulitzer. Et à la fois, oui, moi je suis convaincu qu'on souffre du fait de ne pas avoir le droit de dire des choses au travail, dans la société, de ne pas être suffisamment désobéissant à l'école, et en même temps, attention aux dérives, au tout appréciatif. Je pense que c'est important de garder ça à l'esprit. Je faisais une blague tout à l'heure sur ma position verticale. La France est le pays européen dans lequel nous avons le plus grand indice de distance hiérarchique. C'est un sociologue qui s'appelle Hofstede qui a conçu cet outil. Et il mesure notre capacité à prendre en compte ce que dit un chef, l'intérioriser, être affecté par ce que nous dit un chef et suivre les directives. Et on est à la fois très ambigu en France, on est à la fois très obéissant et en même temps, tout d'un coup, ça va plus du tout, on part en vrille et on coupe la tête de notre roi. Et je pense que la question de la reconnaissance, de l'évaluation touche ça. Comment
mettre en œuvre des systèmes de reconnaissance qui déverticalisent notre école et évitent qu'à la sortie du lycée, eh bien, nos élèves soient ceux qui ont le sentiment d'avoir le plus faible, qui ont le plus faible sentiment de liberté. Comment faire pour ne pas couper les ailes à nos élèves? Alors, vous me direz, mais est-ce que ces choses-là s'apprennent vraiment? Eh bien, il y a un livre que vous avez peut-être croisé de Sean Ecor, qui s'appelle, il n'est pas traduit en français, donc de mémoire, il s'appelle The Happiness Advantage, l'avantage du bonheur. Et dans ce livre, il rapporte avoir fait faire des exercices de gratitude pendant 21 jours à des comptables dans un grand cabinet d'audit, à des auditeurs dans un grand cabinet d'audit. Et en fait, il s'aperçoit, et l'exercice était de tous les matins formuler au choix l'un des 3 types de reconnaissance ou de gratitude suivants. Merci à un collègue. Hier, tu m'as bien aidé sur ce dossier. J'étais un peu mal. Merci à moi pour le travail que je fais. Quand même, ce matin, je me suis levé tôt. C'était pas mon bébé a mal dormi, c'était pas si simple d'être en forme au travail. Et merci à l'univers, ou merci à Dieu, ou merci à la nature, enfin merci à quelque chose de plus grand que nous. En 21 jours de cet exercice-là, on observe des transformations des circuits neuronaux. C'est le temps qu'il faut, 21 jours, à quelques minutes par jour, pour transformer le câblage de notre cerveau. Alors, vous voyez, là quand je dis ça, en fait, je suis en train de faire un abus de science parce que, à la vérité, il n'y a pas eu de protocole scientifique pour valider cette expérimentation. Malgré tout, les collaborateurs s'estimaient plus heureux dans leur travail. Donc voilà, moi j'ai le sentiment que la reconnaissance s'enseigne, la reconnaissance s'apprend, la reconnaissance peut transformer notre système éducatif. Et puis, pour terminer, donc on a examiné différentes composantes du travail de l'école, on a regardé la tâche elle-même, on a regardé la reconnaissance, puis on a une que j'ai envie de regarder, c'est tout simplement les relations humaines. Alors, les relations humaines, c'est à la fois magique et difficile. La plus longue étude jamais réalisée sur le bonheur, c'est l'étude Grant, qui a été faite à Harvard par 70 années de recherche, 4 générations de chercheurs, et qui montre qu'il y a un élément central chez les gens qui sont heureux, c'est d'avoir cultivé des relations humaines positives et denses, c'est-à-dire fortes. C'est pas le nombre d'amis que l'on a, n'en déplaise Facebook, mais c'est la qualité des relations que l'on a avec quelques personnes. En même temps, il y a une dirigeante d'une banque dans Tourangelle qui disait qu'eux, ils étaient passés de bureaux où chacun avait sa place, à des bureaux ouverts, des flex office, comme on dit pour faire chic. Et on lui demandait, mais pourquoi? Moi, je m'attendais pour que ce soit plus coopératif, plus efficace, machin. Et en fait, elle a répondu, parce qu'il y avait des collègues qui se détestaient. Et donc, aujourd'hui, ils sont plus obligés d'être assis côte à côte. Et là, tu te dis, mais quel enfer quand même, quel enfer. Et le MEDEF révèle dans une étude que le premier facteur de stress au travail, c'est les collègues. Ben oui, c'est à la fois la première source d'épanouissement et la première source de stress. Et de la même manière que des entreprises, souvent qu'on appelle libérées, eh bien, mettent en place des protocoles pour éviter que les relations humaines ne s'abîment, pourquoi ne pas faire la même chose à l'école? Quand je dis pourquoi ne pas faire, ça se fait. Et donc ces mots avec lesquels je crois ici, au festival de Julien, vous êtes familiers, de Julien et toutes les équipes, eh bien, ces méthodes de communication non violente, de médiation, de mindfulness, je pense qu'elles sont fondamentales. Soit dit en passant, je sais que vous avez vu ou entendu des intervenants sur le sujet de la méditation. La méditation est l'une des expérimentations qui a été le plus étudiée en termes scientifiques à l'école. Donc parmi toutes les pratiques qu'on peut mettre en œuvre à l'école, celle-ci est l'une des plus incontestables en termes de bénéfices, d'humeur, d'émotion et d'apprentissage. Un élément que je trouve intéressant, c'est celui de... Donc je vais parler de médiation. Et toujours pareil, pour faire des parallèles, les entreprises libérées se disent, avant que des rapports humains ne soient abîmés de manière définitive, il faut trouver une solution. Donc, si on a du luxe, on va chercher des intervenants extérieurs qui sont des médiateurs professionnels. Et sinon, on demande à des collaborateurs de jouer le rôle d'intermédiation.
où on forme ses collaborateurs pour qu'ils apprennent à être des médiateurs. Et ça se fait aussi à l'école. Donc, ces pratiques-là, qui sont en train d'arriver doucement en entreprise, moi je vois une similarité avec ce qui pourrait être fait à l'école. Et puis, peut-être pour mettre un mot clair sur ces questions de relations humaines, sur ces questions de reconnaissance, vous avez déjà entendu ces termes-là, on n'est rien en train de dire d'autre que apprendre ou de donner une place belle aux apprentissages psychosociaux à l'école. Donc oui, apprendre des matières, apprendre des savoirs, acquérir des savoirs fondamentaux, mais ne pas oublier dans ces savoirs fondamentaux la question de l'humanité et du savoir-être. Je crois qu'il nous reste 15 minutes, donc j'ai envie d'ouvrir le bal des questions et accueillir vos réactions. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que ça vous... Ah, bah, ça c'est super sympa de me dire merci comme ça avec le salut de la langue des signes. Bon, en même temps, c'est une personne sur 150. Ouais, c'est gentil. Merci. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Je sais, la première question est toujours la plus difficile à poser. Bah... Ouais, au fond, j'arrive. Bonjour, déjà merci énormément pour cet exercice de reconnaissance et qui nous a fait nous connecter, et qui était vraiment très bénéfique et agréable à recevoir également. Merci à toi. Et ensuite j'avais une autre question, c'était par rapport aux 9 conditions pour vivre le flow. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais il me semble que vous ne les avez pas citées et j'étais curieuse de savoir quelles étaient ces conditions pour vivre le flow. Ça, c'est vraiment pas sympa. C'est encore pire que les 7 nains, quoi. C'est ma curiosité. Je sais pas si je vais toutes les reconnaître, mais je peux récapituler celles qui me viennent à l'esprit. Donc, le climat de confiance. D'ailleurs, ça rejoint la théorie de l'autodétermination de Ryan et Deci. Deuxièmement, le fait de ne pas avoir d'interruption. Pour prendre un exemple, si vous avez un bébé, alors je sais, on va dire à la crèche, on inclut la crèche dans nos réflexions. Si vous avez un bébé qui est en train d'empiler des cubes et que dans cet exercice-là, où vous le voyez concentré, il y a une télévision dans la pièce. Alors vous me direz pourquoi est-ce qu'il y aura une télévision à la crèche? Mais bon, et bien le bruit de la télévision va interrompre son activité et le faire redémarrer à zéro. Et il va prendre plusieurs minutes à se remettre dans les conditions où il empile les cubes et donc formalise ou concrétise un apprentissage. Donc pas d'interruption. Avoir de la confiance, où on parle aussi de sécurité psycho-affective. Avoir une boucle de rétroaction qui indique que ça se passe bien. Moi j'ai un peu arrêté avec la naissance de Malone, mais pendant des années j'ai nagé, et quand je nageais, eh bien, sentir l'écoulement de l'eau contre mon corps m'indiquait si oui ou non je nageais bien. Le fait donc d'avoir un feedback, le fait d'être sur une tâche on appelle autotélique, c'est-à-dire une tâche qu'on accomplit pour elle-même et non pas en vue d'eux. Faire toucher du doigt le plaisir de la tâche en elle-même et non pas pour atteindre un objectif. Quand je nageais, je prenais beaucoup moins de plaisir à nager en me disant qu'il fallait que je fasse 60 longueurs que lorsque j'étais en train de me focaliser sur l'activité en elle-même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On est loin, hein, là j'ai dû en citer 5. Et puis il y a les quatre autres, mais qui sont vraiment secondaires. Hein. C'est pour ça que je les partage pas avec vous. Mais vous pourrez aller voir chez John Euth. C'est un chercheur de l'université de Lille pour en tirer plus d'enseignements. Est-ce que ça répond au moins à la moitié de votre question? Ça a l'air, oui. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Pas d'autres questions? Vous disiez tout à l'heure qu'on avait posé la question aux salariés et aux managers. Ce serait intéressant de savoir aussi si on a posé la question aux managers et aux salariés en inversé.
C'est-à-dire que les managers aussi ont des besoins de reconnaissance. Et finalement, souvent, à partir du moment où ils sont managers, ils perdent toute existence humaine. Oui, tout à fait. Merci. Il n'y a pas d'études sur ce sujet-là ? Je ne le connais pas. Non, je ne connais pas d'études, mais je suis à peu près persuadé que la reconnaissance vis-à-vis des managers est encore plus faible. Et je pense que c'est une idée intéressante aussi dans la classe, parce que d'après les tests PISA de l'OCDE, l'un des critères du bon apprentissage, eh bien, c'est la qualité de la relation entre les enseignants et les élèves. Et la qualité de la relation, elle va dans les deux sens. Et Cyril, dont je parlais tout à l'heure, rappelle que dans une classe, une des formes de reconnaissance des élèves vis-à-vis de l'enseignant, c'est aussi la capacité à être un petit peu calme et à maintenir un climat de classe. Lorsqu'on interroge les enseignants sur le premier frein à un apprentissage qui serait de qualité et épanouissant, ils répondent le climat scolaire. Et ça, c'est embêtant. J'ai d'ailleurs envie de partager un exemple, une pratique intéressante pour illustrer ce que je disais tout à l'heure sur la question de l'innovation versus la science. Je tente quelque chose et est-ce que c'est scientifique ou pas ? Cyril, dans une formation qu'il donne aux professeurs de la ville de Paris, eh bien, dit que toujours pour faire le parallèle entreprise-école, c'est le essai, comment on dit ? Je suis embêté d'avoir que des mots anglais qui viennent, mais test and learn, on essaie tentative-erreur et des corrections permanentes des protocoles éducatifs. Exemple, vous avez deux élèves qui commencent à se bagarrer dans la classe. Première idée, c'est vous allez, en tant qu'enseignant, et vous interposez entre les deux. Les limites de ça, c'est quid si les deux élèves sont un peu costauds, ou s'il y en a plus, comment on fait ? Et puis, en tant qu'enseignant, c'est très compliqué de faire usage du corps, de la force, dans une classe. Donc, autre idée, c'est, on voit que là, il y a des limites. Je demande à deux élèves qui sont un peu calmes dans la classe, donc ça demande déjà qu'il y en ait quand même au moins deux qui sont un peu calmes. On me dirait sinon c'est quand même très mal parti. Et je demande à ces deux élèves d'aller vers l'élève qui est le plus calme des deux, parmi ceux qui se bagarrent, et de l'emmener chez le proviseur ou le conseiller, etc. Et moi, pendant ça, en tant qu'enseignant, donc je mets à contribution les élèves, je les solidarise dans l'exercice d'une discipline positive, et moi j'ai plus qu'un élève à gérer, donc je vais vers l'autre élève et là je lui demande j'attends qu'il se calme de toute façon, parce que pendant qu'il est énervé, comme nous les adultes, souvenez-vous de votre dernière dispute ou engueulade, il n'y a pas grand chose qui traverse le bouclier de l'émotion, vous pouvez être très rationnel et les mots arrivent sur une montagne en fusion. Je parle pas de ma femme. Donc on attend que l'élève se calme un petit peu, et ce temps passé là, on lui demande d'aller s'asseoir à nouveau, et on reprend le cours de la classe. Les limites de cette pratique là, eh bien c'est est-ce qu'on a fait étalage, est-ce qu'on a utilisé une sanction, est-ce qu'on a donné un exemple à la classe. C'est pas évident de répondre à ça. On ne sait pas ce qui se passe dans le bureau du proviseur ou de la proviseure. Et puis celui qui est retourné s'asseoir, on l'a pas puni. C'est un mot de l'ancien monde. Donc, expérimentation, on tente, on se dit c'est pas encore tout à fait parfait. Et là, qu'est-ce qu'on essaie d'autre ? Eh bien, on se dit, une fois que l'élève s'est calmé, s'est rassis et que le cours a repris, eh bien, à un moment approprié pendant le cours, on va demander à l'élève qui s'est calmé de prendre la parole et d'expliquer ce qui s'est passé, comment il l'a vécu. Et donc là, vous avez à nouveau une forme de traitement social par la classe de l'événement. Et je trouve que c'est intéressant, et ça, les protocoles dont je parle, c'est des protocoles qui sont enseignés à certains des professionnels de la ville de Paris. Mais je trouve ça intéressant de se dire que l'éducation, l'apprentissage, l'enseignement est un art et qui nécessite de se documenter, d'aller chercher des ressources qui sont solides et après d'expérimenter, d'être en permanence en train de voir ça marche, ça ne marche pas et comment je transforme mes pratiques. Merci Alexandre. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui.
Moi, j'ai une question. Je suis enseignante, prof en collège, en SVT, et ça a toujours été important pour moi d'essayer de prendre soin des émotions des enfants. Bon, sûrement par projection, parce que je ne prenais pas soin de moi. Voilà. Donc, j'ai compris ça, mais du coup, je me demande, voilà, comment on pourrait aussi développer le prendre soin des enseignants, en fait, parce qu'on n'est pas toujours conscient de ce que les élèves ils pointent chez nous, et voilà, on a beau savoir, on a beau comprendre, enfin, pendant des années, je te rends le merci. Non, mais ça me parle vraiment, et ça fait écho à la question que, je sais pas, en fait son prénom je l'ai oublié, Capucine. Lucie, ça fait écho à la question de Lucie, c'est comment prendre soin dans les deux sens. Je trouve ça fondamental. On a lancé une expérimentation à la Far West Spinoza il y a quelques années dans une cité scolaire périurbaine de Lyon, où on avait un très beau projet. On a administré un baromètre du bonheur à l'école auprès de 1200 élèves. C'est génial quand même. On a 80 questions. D'ailleurs, venez me voir si ça vous intéresse, parce que j'aurais envie de le refaire. Mais attendez la fin de l'histoire avant de venir me voir, parce que c'était pas si simple que ça. Et donc on a les élèves, les délégués de classe se sont emparés des sujets, ont administré les questionnaires, et on a eu des enseignements incroyables de ces questionnaires. Et puis là, on s'est dit, alors maintenant qu'on a ces résultats, qu'on va les regarder avec les élèves, on va les regarder avec les syndicats, avec les enseignants. Et là, ça a été la catastrophe. Ça a été la catastrophe parce que les enseignants ne comprenaient pas pourquoi on s'était intéressé au bonheur des élèves avant leur bonheur à eux. Alors, on peut se dire, mais c'est quand même hallucinant. La première réaction de parents ou de contribuables, ça pourrait dire, non mais c'est quand même... c'est d'abord les écoles qui sont les élèves qui sont les bénéficiaires de l'école. Et en même temps, ce qu'exprimaient ces hommes et ces femmes, c'était une profonde détresse. Et notre grande erreur, c'est de ne pas avoir administré un baromètre qui soit un baromètre de la communauté éducative. C'est-à-dire interroger de concert, pas les mêmes questions évidemment, mais interroger de concert les élèves, les professionnels de l'éducation, et pourquoi pas les parents aussi. Parce que sinon on n'a qu'une toute petite partie du tableau. Et justement, à la Far West Spinoza, nous on est des spécialistes de la mesure, donc on sait qu'il est possible d'interroger les émotions dans un questionnaire, la satisfaction, le sens, les aspirations pour l'ensemble de la communauté éducative. Et je conclurai en partageant avec vous les quelques propositions que j'ai déjà un peu égrenées dans notre temps ensemble. Donc les propositions de la Far West Spinoza pour une éducation plus heureuse et apprenante aussi. Donc je partageais tout à l'heure avec vous l'idée d'un passeport de l'innovation pour les enseignants. Je viens juste de parler d'un baromètre pour se préoccuper, je l'ai écrit là, baromètre pour se préoccuper du bonheur des profs. L'enjeu, il est systémique. Si on a besoin d'écouter tout le monde, je pense qu'on a besoin de sélectionner et de former les enseignants sur des compétences psychosociales, sur des enjeux pédagogiques, plus que sur le contenu même de la matière qu'ils enseignent. Et puis pour terminer, je pense aussi qu'il est nécessaire de faire une matière à part les questions de sciences du bonheur. Alors ça fait peur, le mot lui-même, qu'est-ce que ça vient faire à l'école ? Moi je trouve que ce qui est compliqué dans l'éducation, c'est que on veut tout caser. Évidemment, on ne veut pas laisser tomber le latin, on veut avoir des fondamentaux, on veut apprendre à avoir des projets transverses, et donc on sent qu'il y a une explosion du temps disponible des élèves. Et en même temps, moi je me dis quand même, mais à la fameuse question, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux être plus tard ? Quand l'élève répond, je veux être heureux, vous connaissez cette anecdote, il a tout compris, l'élève, quand il répond ça. Et donc aujourd'hui, en ayant compris autant de choses en neurosciences, en psychologie positive, sur ce qui nous permettrait aujourd'hui et demain d'être heureux, comment oser ne pas en donner des bribes, en apporter des bribes à nos enfants à l'école ? C'est fou finalement. Et puis, d'autres propositions peut-être secondaires, mais moderniser les espaces de la même manière que les bureaux se transforment, les usines se transforment, qu'il apparaît des coworking, des lieux de travail différents. Les écoles ont besoin de changer, les lieux d'apprentissage ont besoin de changer.
Je pense aussi qu'il est important de mobiliser l'ensemble des citoyens, tous acteurs du bonheur à l'école. On a chacun à apporter tellement à l'école, par notre savoir, par notre histoire, par nos compétences, par notre métier. Et moi, j'ai le sentiment que l'atout principal d'un festival comme celui-ci, c'est de reprendre de l'énergie collectivement et de se dire qu'on a des choses à faire pour nos enfants. Et puis pour terminer, eh bien, c'est un petit peu décalé, mais je pense qu'il y a des vases communicantes à orchestrer entre le privé et le public, entre le monde de l'éducation et le monde du privé. Ces mondes ne se connaissent pas. Et si les enseignants allaient voir ce qui se passe dans les entreprises, voir comme c'est difficile et joyeux aussi, et si les salariés d'entreprise allaient aller dans une classe à un moment pour pas uniquement être des clients, des parents clients qui attendent tant de leurs chers enseignants. Je conclurai en disant que je suis quelqu'un d'optimiste et qu'en préparant cette conférence, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et j'ai eu encore un regain d'espoir en me disant que la modernisation, les chantiers à l'œuvre pour transformer le travail, ce travail qui ne nous nourrit pas tous suffisamment, eh bien vont peut-être de manière assez inattendue nourrir aussi les réflexions sur l'école. Et je pense que ça ouvre un chemin pour que, eh bien, demain, heureux à l'école, eh bien, nos enfants aussi. Enfin, j'avais une super phrase, il fallait la faire, et puis ça tombait, c'était net. Eh bien, pour que demain, eh bien, nous, heureux au travail, eh bien, nos enfants soient aussi heureux à l'école. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alexandre, c'était super. Merci. Merci beaucoup. Je crois que vous êtes appelé par l'urgence, vous rentrez à Paris ce soir, donc malheureusement, il n'y aura pas trop de temps d'échange informel, mais vraiment, merci. Vous vouliez dire quelque chose ? Je donnerai mon numéro de téléphone à Lucie et mon mail et tout ça, et contactez-moi, appelez-moi, je suis passionné d'échanger si possible. Et je suis désolé de devoir partir. Je vous souhaite une très bonne fin de festival. Au revoir à tous. Merci encore, merci.